Bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro de Pour tout vous dire qui sera consacré à l'un des sujets les plus brûlants de notre époque, le climat. L'année 2020 devait être une année charnière pour la diplomatie climatique. 5 ans après l'accord de Paris, les États devaient prendre de nouveaux engagements afin de limiter le réchauffement, des rendez-vous balayés par la pandémie. En cette année 2021, les attentes sont donc encore plus fortes, d'autant que les voyants sont au rouge. 2020 aura été l'année la plus chaude enregistrée en France depuis le début des relevés de température, avec une moyenne annuelle de 14 degrés. À quelques mois de la COP26, la conférence des Nations Unies sur le changement climatique, programmée à Glasgow en novembre, nous allons passer en revue les dernières avancées de la diplomatie climatique et nous intéresser aux objectifs à atteindre pour que la prochaine COP soit une réussite. Pour cela, nous serons en compagnie de 2 spécialistes du climat, Lola Valéjo et Jean-Charles Hourcade, que je vous présenterai dans un instant. Et puis, dans la deuxième partie, nous découvrirons une bande dessinée qui retrace les grands enjeux environnementaux auxquels fait face la planète, en compagnie de son auteur, le mathématicien et économiste Ivar Eklund. Bonjour à tous les deux, Lola Valéjo et Jean-Charles Hourcade. Merci d'être avec nous sur ce plateau aujourd'hui pour parler du climat. Bonjour. Je vais commencer par vous présenter à nos téléspectateurs. Lola Valéjo, vous êtes directrice du programme climat de l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. Vous avez, avant de rejoindre l'IDRI, soutenu les négociations internationales sur le climat en tant que responsable du groupe d'experts sur le changement climatique de l'Agence internationale de l'énergie, une agence de l'OCDE. Et vous, Jean-Charles Hourcade, vous êtes économiste, membre de l'IPCC, spécialiste de l'analyse économique du changement climatique et en particulier des questions énergétiques, directeur d'études au CNRS et directeur de recherche à l'EHESS. Vous êtes aussi l'ancien directeur du CIRED, le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Alors, je le disais en introduction, 5 ans après la COP21 de Paris, 2020 devait être une année cruciale pour les efforts contre le réchauffement climatique, mais avec la pandémie de Covid-19, la COP26 et plusieurs dates clés de la diplomatie climatique ont vu leur tenue repoussée. Cette année marque donc le grand retour des États-Unis dans l'accord de Paris. C'est un symbole fort pour le multilatéralisme climatique. C'est un bon point de départ, d'après vous, pour la COP26 qui aura lieu à la fin de l'année. Lola Valéjo. Plus qu'un bon point de départ, c'est vraiment une condition essentielle de la poursuite des négociations climatiques. Les États-Unis sont le 2e émetteur mondial, ont une responsabilité historique majeure dans le problème du changement climatique. Ils ont aussi un rôle très important à jouer, non seulement en montrant qu'ils sont prêts à réduire leurs propres émissions, mais aussi à aider les autres pays à faire de même, à travers notamment des soutiens financiers et technologiques. Il n'y aura pas d'action climat, il faut être clair, s'il n'y a pas un accord géopolitique entre les USA, la Chine, un bloc, les pays de l'OPEP, ne pas oublier, qui n'ont pas décrété n'importe quoi comme ça, l'Europe bien entendu, et je dirais les autres pays en développement qui sont pas tous pareils, mais qui en gros se comportent de la même façon. Bon, quand on a dit ça, on dit que le problème c'est pas de savoir les annonces en 2050, 2060, même si je sais qu'on en parle beaucoup dans la presse, j'arrête de te dire ça. Dites-moi comment vous allez régler le problème géopolitique maintenant, parce que le précédent de Kyoto est très clair quand même. Hein. À Kyoto, on avait l'équipe américaine la plus proche, on va dire c'est comme ça, de l'esprit européen. Et on a échoué. En raison de malentendus très grave sur la façon dont eux positionnaient le problème climat par rapport à nous dans le monde. Donc c'est nécessaire à nous maintenant de savoir qu'on est dans un monde où chacun doit se comprendre et c'est pas facile dans le monde actuel qui est plus tendu qu'il y a 20 ans. Absolument. Alors il y a eu un autre signal fort en début d'année, c'est l'annonce de la Chine de la mise en place de son marché carbone. Pourquoi c'est important, Lola Valéjo ? C'est très positif que la Chine, qui est le premier émetteur mondial depuis 2005, prenne des mesures fortes pour arriver à maîtriser ses émissions et à les réduire le plus rapidement possible. C'est la condition sine qua non pour arriver à limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés. La Chine a non seulement annoncé cette mesure pour donner un prix au carbone, notamment dans les secteurs émetteurs, comme l'a fait l'Europe, par exemple, depuis de nombreuses années, mais elle s'est aussi engagée pour la neutralité carbone à 2060. Pour revenir sur ce que disait Jean-Charles Hourcade, ce qui va être vraiment majeur maintenant, c'est que en
en additionnant de nombreuses mesures, la Chine montre aussi qu'elle est prête à prendre des engagements de court terme, puisque ce qu'on attend à Glasgow, c'est que des pays émetteurs rehaussent leurs ambitions pour réduire leurs émissions à 2030. Et pour l'instant, la Chine n'a pas encore donné la mesure des réductions qu'elle était prête à prendre. Je pense que c'est vraiment le gros point d'interrogation de ces prochaines semaines. Mais c'est très positif que des choses se passent sur le terrain et c'est évidemment ça qui fait la différence. Voilà, alors ça c'est un point essentiel du calendrier de cette année, c'est que les États doivent tous revoir à la hausse leurs ambitions pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre avant la COP 26. Pour certains, il faudrait même diviser par 2 les émissions, donc c'est quelque chose d'assez important. On a eu pas mal d'annonces, donc il y a eu celle de la Chine, celle des États-Unis récemment. On en est où exactement aujourd'hui ? Si on additionne l'ensemble des annonces, on va vers 3 degrés, 3 degrés 5 de température. D'accord ? C'est beaucoup plus que les 1,5 à 2 degrés qui avaient été décidés lors de la COP 21. Voilà. Maintenant, à titre personnel, les objectifs en 2060, très honnêtement, je les écoute depuis longtemps, vu l'âge que j'ai. Mon problème, c'est de savoir comment on bouge, quoi. Et donc, la question, c'est que dans ces 3 et quelques pourcents, d'accord, il faut voir que 2 tiers des investissements bas carbone sont à faire dans les pays en développement, Chine comprise. Or, Chine, ça doit faire 55, 60 à peu près. Voilà, c'est tout. Donc la question, c'est que je réponds à la question est-ce que c'est faisable en disant dites-moi comment vous allez financer les 50. On va parler tout de suite du financement. D'après vous, Lola Valéjo, c'est atteignable encore cet objectif, compte tenu de la trajectoire actuelle, donc, dont vient de parler Jean-Charles Hourcade. Oui, alors quand on parle de où est-ce qu'on en est, la situation est extrêmement préoccupante parce qu'on est encore dans une situation où les émissions continuent d'augmenter. La première des priorités, c'est d'arriver à arrêter cette augmentation et à les réduire le plus rapidement possible, puisque, comme le dit l'Organisation des Nations Unies pour l'environnement, il faut effectivement réduire les émissions à peu près moitié d'ici les 10 prochaines années, par rapport à 2005, pour avoir une chance de rester dans les 1,5 degré. Je pense que c'est encore possible et de toute façon, on n'a qu'une seule solution, c'est de faire le maximum possible. On verra bien où est-ce qu'on atterrit. Mais ça ne sert à rien de se dire est-ce qu'on a dépassé les 1,5 degré et où est-ce qu'on en est. La priorité, c'est de sortir des combustibles fossiles, d'aligner les flux financiers avec les objectifs qu'on s'est fixés et d'avoir des politiques cohérentes avec les objectifs de long terme. Mais je vois quand même qu'il faudrait donc réduire les émissions de gaz à effet de serre de 7,6% par an chaque année de 2020 jusqu'à 2030. Ce sont des mesures drastiques qui sont à prendre là. Donc la question, c'est qu'on a médiatiquement, si vous voulez, l'attirance sur la quantité est, à mon avis, la chose la pire. Pourquoi ? Parce que c'est facile pour un politicien. Ouais, je fais des annonces. Bon, très bien. Ah, désolé, le peuple, il veut pas, il se révolte. Une petite taxe carbone, ça crée les gilets jaunes. Vous comprenez ? Donc, c'était pas si simple. Dites-moi comment, si les ingénieurs sont géniaux et que dans 5-10 ans, ils trouvent des miracles technologiques, ça ira très bien. Si les gens sont convaincus qu'on peut reformater les villes, y compris en faisant de grandes réformes sur le prix des appartements, pourquoi pas ? Enfin, tout ça, ça va bien. Mais comment on crée de la confiance dans un monde de défiance ? C'est ça la chose centrale. Le reste... Alors, un monde de défiance, vous l'avez dit à l'instant, mais c'est aussi un monde qui chauffe. 2020 a connu des records de température. Et depuis plusieurs années, on a vu des épisodes caniculaires avec d'ailleurs des expositions aux incendies, à toutes sortes de catastrophes qui sont pour certaines même mortelles. À l'heure où le monde tente de sauver des vies contre le coronavirus, est-ce que ce constat pourrait permettre, d'après vous, d'accélérer le processus ? Je pense que prise de conscience. La crise du coronavirus, elle a remis sur le devant de la scène le fait que on est dans un monde vraiment globalisé et que nul n'est une île. On est vraiment extrêmement interconnectés et on ne sera efficace que si on a des réponses coordonnées. On le voit aujourd'hui avec le problème de déploiement du vaccin, le fait que les États-Unis soient une île par rapport à d'autres pays, et ça risque d'être problématique pour une levée générale des conditions. On peut faire un parallèle avec la question climatique, puisque finalement, on peut avoir quelques pays leaders, mais on a besoin d'une action concertée pour, comme le disait Jean-Charles Hourcade, arriver à concilier les questions de réduction des émissions avec les questions de développement. Le Covid nous a arrêté net le développement de nombreux pays qui ont, pour certains, fait des reculs majeurs.
Et pour arriver à progresser dans ce contexte très difficile, il faut vraiment faire des efforts majeurs en termes de réfléchir à des questions d'allègement de la dette et à des soutiens financiers directs pour des économies dont le budget est vraiment remis en question en ce moment. Alors, l'un des sujets importants durant les négociations climat, c'est le financement de la transition écologique. Qui va payer? C'est le nœud du problème, c'est ce que vous me disiez, Jean-Charles Hourcade. Alors, il y a sur le papier, il y a la promesse des 100 milliards de transferts Nord-Sud qu'on a promis il y a 10 ans, qu'on a réitéré à l'accord de Paris. Et je pense qu'on ne sauvera le monde que si on dit tout de suite: vous croyez qu'aujourd'hui, les Européens qui sont là vont accepter de financer de leur poche, le taxpayer va financer les Indiens, vous vous rendez compte? Attendez, là, ça c'est bien sur les plateaux, mais ça ne passera pas. Et si je dis ça à des gens des pays en développement, ils ne vont pas me croire. Par contre, ils vont demander les 100 milliards. Il y a une promesse qui a été faite, et puis il y a une responsabilité aussi des pays qui ont pollué depuis le début de la révolution industrielle. Alors on passe de la morale à la réalité des intérêts. Oui, la réalité des intérêts, c'est laquelle? C'est que si on veut être crédible, il faut dire, attendez, je reconnais que le climat c'est important, mais je reconnais aussi que vous avez 15 à 30% de déficit d'investissement dans les infrastructures dans vos pays. Pour des raisons qui ont trait à la fonctionnement de notre propre système économique. On sait aujourd'hui qu'il y a une inégalité énorme dans le monde, et il y a des riches, chez vous aussi, et dans le Nord aussi, qui ont trop d'argent, et qui le mettent n'importe où, dans les spéculations immobilières, n'importe où. Ben nous, on ne va pas être trop généreux comme ça, on va dire très très simplement qu'il faut trouver des mécanismes qui fassent que toute cette épargne privée, qui est absolument énorme, d'accord, et y compris la vôtre, il y a eu 100 milliards d'exode de financement du Sud vers le Nord cette année. C'est énorme. Donc on va dire, écoutez, on va après, grâce au climat, ça va vous intéresser, parce que vous allez sortir de la crise Covid et votre niveau d'endettement beaucoup plus fort, parce qu'on vous dit qu'on va mettre en place des systèmes de garantie publique qui permettront que vous allez être plus à l'aise, votre dette va être allégée grâce à ça, et ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir rediriger grâce à des efforts publics, d'accord, toute cette épargne privée qui était la source des problèmes qu'on a dans le système financier international depuis 15-20 ans, qui est source d'inégalité, mais on va s'arranger que cet investissement revienne chez vous. Et c'est possible. Et c'est ça qu'il faut faire. Ce n'est plus les pays riches vers les pays pauvres, c'est le privé vers le public. Non, c'est bien aussi riche-pauvre, parce que c'est quand même chez nous qu'il y a le plus de riches. Vous parlez de 100 milliards très riches, d'accord, mais enfin, c'est quand même nous qui avons le maximum. Il y a une chose, si vous me permettez, il y a une chose très importante pour que les gens comprennent ça, c'est très concret. Vous êtes ingénieur français, 40 ans. Vous êtes marié, je vais être très précis, vous avez 2 appartements, vous avez trop de fric. Qu'est-ce que je fais avec mon fric pour ma retraite future? Vous ne savez pas le foutre, le fric. Là. Vous allez voir votre banquier. Et un jour, vous allez acheter un nouvel appartement. Tant qu'on fonctionne comme ça, on ne fera rien sur le climat. Donc il faut que l'ingénieur français, je ne parle pas l'ingénieur français qui gagne très bien sa vie, se dise, tiens, je peux mettre l'argent dans des centrales photovoltaïques, éoliennes et tout ce que vous voudrez dans les pays en développement, parce que c'est possible. Parce qu'on a dérisqué, on a baissé le niveau de risque, parce que j'ai des garanties publiques qu'on doit organiser de façon telle et toute chose qu'elle soit bien faite, parce qu'il y a aussi de la corruption sur ça. Donc si ce type-là, j'en connais beaucoup comme ça, cet argent, il le remet là, les fonds de pension vont suivre. Et notre intérêt à nous, c'est que les pays en développement résolvent leurs problèmes de dette et le fassent de façon verte. Voilà. Et ça, c'est concret, et ça, c'est crédible. Parce que, attendez, jamais, j'ai quand même cette expérience, jamais un Indien ne va croire qu'on va être généreux pour lui filer du fric. Ça, si on lui dit ça, il va penser qu'on se fiche de sa figure. Lola Valéjo, vous voulez ajouter quelque chose sur ce point crucial du financement? Oui, je pense qu'un gros enjeu du financement, outre la mobilisation des financements publics et privés pour atteindre 100 milliards par an d'ici 2020, ça c'est un point politique majeur pour pouvoir avancer et avoir des nouveaux engagements de la part des pays en développement. Il y a aussi un autre enjeu qui n'est pas formellement dans les négociations climatiques, mais qui de fait le devient, c'est la question des plans de relance. Parce que suite au Covid, on va avoir d'importants investissements dans la relance des économies. Comment combiner une reprise économique et la préservation du climat? Et la tentation, ce serait de continuer comme on le fait habituellement dans les secteurs traditionnels, alors que c'est justement l'occasion inespérée de faire une redirection des flux financiers vers les besoins majeurs pour verdir la production d'énergie, le transport, les bâtiments, et pour plus d'efficacité énergétique, des sources d'énergie plus propres.
et véritablement sortir du haut en fait de cette crise. Vous me permettre de rebondir sur ça? Allez-y, je vous en prie. Il faut faire le lien. C'est en gros ce que j'ai dit, mais réactualiser, c'est très important. Aujourd'hui, on a 55% des pays low income, c'est-à-dire c'est pas les émergents, ce genre de choses, d'accord, hein, qui sont en debt distress, en détresse de dette, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès à des financements de plus de 2 ans, 3 ans, à des tarifs d'intérêt absolument usuriers. Bon, c'est un truc central. Aujourd'hui, on est en train de discuter le Fonds monétaire international, quelque chose comme 600 milliards de droits de tirage spéciaux. Ou bien on déconnecte la diplomatie climat et ce qui va se passer sur les droits de tirage spéciaux. Si on fait ça, je vous dire ce qui va se passer. Hein. Ça ne marchera pas parce que les droits de tirage spéciaux, on saura comment je vais les allouer, il y aura des batailles à qui je les donne, etc. Ou bien on lit les deux négociations. Et à ce moment-là, vous fléchez le droit de tirage spéciaux pour faire ça. Ensuite, il faut voir comment, garantie publique, tout ce que vous voudrez. Techniquement, il faut travailler. Il y a un type qui a fait un calcul extraordinaire. Il dit, si on veut, je ne parle pas de climat, hein, si on veut tirer les pays en développement de la crise Covid, il faut 2 trillions de dollars. Les pays en développement aujourd'hui sont en train de bâtir leurs infrastructures. Ils sont comme nous en 45 ou 50. Donc, ou bien ils font des bons choix en termes de contenu carbone, ou ils en font des mauvais. Et ça, alors là, l'urgence, c'est pas du tout de savoir si on fera en 2040 quelque chose, c'est de savoir si aujourd'hui, demain, les plans de développement des villes, les plans de développement des campagnes, les réseaux d'eau, les réseaux de transport sont construits. C'est une affaire de 5-6 ans. Donc l'urgence est là. Donc ne parlez pas trop de 2040. C'est ça qu'il faut faire maintenant. Oui, mais et ça va relancer. Et ça, c'est... Alors là, il y a des travaux, le Fonds monétaire international, etc. C'est des travaux très, très sérieux qui disent, si on fait ça, on a une meilleure chance de relancer plus vite la machine économique parce qu'on résout le problème des dettes de ces pays. Et on les aide vraiment, là, en étant sérieux et pas en disant un jour je vais te faire un chèque parce que je suis gentil. Oui, non, c'est notre intérêt. D'accord. Mais par contre, si on se concentre sur la COP26, elle a quand même une utilité, cette COP. Ah bah oui. Elle doit faire le lien. C'est là, ce que je travaille dessus actuellement, c'est que c'est là que doit se faire le lien sur l'exemple de financement, mais pas en forme de chèque pour être gentil. Si on est sérieux, on doit, à la COP26, poser les conditions d'une évolution, d'une réforme des systèmes d'aide dans le monde. Il y a des travaux des banques multilatérales de développement. Quel est leur rôle? Quel est le rôle des banques nationales? Et quel est notre rôle à nous? Voilà. Si je peux dire un mot, ce qui est très intéressant cette année, c'est que on a un alignement des responsabilités. Le Royaume-Uni est à la fois le pays hôte de la COP26 et il est aussi le pays qui est le président du club du G7 cette année, et l'Italie est le président du club du G20. Donc ces 2 pays ont une opportunité en or de coordonner leurs travaux pour avoir un vrai fil d'entraînement sur ces pays-là. L'Italie co-préside. L'Italie, exactement, co-préside la COP, tout à fait, comme ça a été dit dans le reportage. Les États-Unis, leur retour, c'est non seulement majeur pour leur engagement, et ce que ça peut vouloir dire pour les émissions, mais les États-Unis ont historiquement un rôle absolument majeur dans les institutions financières internationales qui ont été instaurées à Bretton Woods et notamment du FMI. Donc si les États-Unis mettent leur poids dans la balance pour que ces droits de tirage spéciaux soient verts et permettent de relier les crises de développement et du climat, on a la possibilité de faire une vraie avancée cette année. Alors, on a encore quelques rendez-vous d'ici la COP26. On en a parlé dans le reportage. Il y a la semaine du climat de New York, il y a le G7, G20. Toutes ces dates vont mettre la pression, en quelque sorte, avant le rendez-vous de novembre. Qu'est-ce qu'on peut en attendre d'ici novembre, d'après vous, pour conclure? Jean-Charles Hourcade. Alors, l'enjeu, c'est le suivant. Il faut réformer la façon dont on a besoin d'intervention publique. On a besoin d'intervention publique reformatée dans les conditions actuelles. La condition pour faire ça, c'est des garanties publiques. C'est une garantie, c'est que vous la payez que si le gars, il échoue. Avec le plan Juncker en Europe, pour 1 d'argent public, on a levé 16 d'argent. Vous savez, l'argent de mon ingénieur, là, ok, 1 à 16. Si on fait ça, vous pouvez avoir quelque chose comme de l'ordre de... Pour un pays comme la France, hein, c'est 2 milliards, 1 à 2 milliards dans un fonds multilatéral. Il faut que ce soit coordonné, sinon c'est un problème de crédibilité. Si vous faites ça, le problème, c'est qu'il faut convaincre le Trésor, quoi. Donc, il faut simplement que le Trésor et les gens qui négocient le climat se rencontrent. Donc, en gros, si vous voulez, je suis un peu obsédé là-dessus. Très bien de faire des réunions, mais si aux États-Unis, en France, en Europe, on ne lit pas les gens du Trésor qui vont regarder ça, les gens qui travaillent sur le DTS, et en disant aux gens, on sait que vous n'êtes pas en bonne position, mais regardez, on va vous dire qu'1 d'argent public, ça fait 16.
et que ceci, ça va vous rapporter parce que ça fera plus de marchés, plus de commandes, d'investissements pour nous, et donc vous allez mieux payer votre dette. Si on est capable de tenir un discours comme ça, à ce moment-là, ça marche. Et on a 6 mois pour le faire. Je vous laisse le mot de la fin, Lola Valéjo. Rapidement sur les questions d'urgence qui sont le thème central de cette discussion. Je pense que le focus sur la sortie du charbon qui a été annoncé par la présidence britannique va être majeur, et les signaux envoyés par la Chine, notamment pour arriver à contrôler l'expansion du charbon, sont encourageants. Pour l'instant, on n'y est pas, mais à suivre. Je voudrais juste rajouter une date sur le calendrier que vous avez présenté. La Chine a aussi une très importante opportunité cette année parce qu'elle a la présidence d'une autre conférence internationale. La COP15. La COP15, exactement. À Kunming, en octobre. Oui, sur les enjeux de biodiversité. Absolument. Et on a eu des crises jumelles, en fait, de l'effondrement de la biodiversité et du réchauffement climatique. On n'arrivera pas à traiter l'une sans l'autre, et finalement les décisions qu'on prend à la COP15, elles vont aussi avoir un impact majeur sur la COP26, parce que il y a un gros potentiel pour avoir des synergies entre ces deux actions, mais aussi le risque que certaines solutions pour le climat soient mauvaises pour la biodiversité. Or, on a besoin d'écosystèmes fonctionnels pour arriver à la neutralité carbone. Donc suivre les deux agendas en parallèle est très important. Merci beaucoup pour vos éclairages sur le processus complexe des négociations climatiques. Nous allons poursuivre sur le sujet du climat avec notre troisième invité qui vient de publier une bande dessinée passionnante autour de ce thème. Bonjour Ivar Eklund. Bonjour. Ivar Eklund, vous êtes mathématicien, économiste et philosophe, auteur de plusieurs essais de vulgarisation scientifique. Votre dernier opus est une bande dessinée qui vient de sortir chez Casterman, Urgence climatique, il est encore temps, avec des dessins d'Étienne Lécroard. Oui. Alors, votre livre part d'un constat, l'urgence écologique est là et il va falloir agir. Pour cela, vous synthétisez dans cette bande dessinée les connaissances sur le sujet de manière simple et humoristique, mais quand même très sérieuse, pour permettre aux lecteurs de mieux se préparer à un futur qu'on ne connaît pas encore, mais qui risque d'être très perturbé par ces questions d'environnement. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, il y a une comparaison que j'aime bien, c'est pour les gens qui naviguent, par exemple, hein, c'est-à-dire à la mer. Si vous n'êtes pas préparé, il y a des tempêtes et des choses comme ça peut être extrêmement dangereux. Hein, et puis, aller naviguer, c'est pas du tout comme prendre sa voiture. Hein, on ne sait pas si on arrive, on ne sait pas si on arrive où on veut aller, on arrive quelque part. Bon, c'est compliqué. Mais si on sait naviguer, si on est préparé, alors ce qui est un danger pour l'un est une opportunité pour l'autre. On peut aller plus vite, on peut faire ceci, on peut faire pour ça. Alors, le climat et tout ça, c'est la même chose. Hein, c'est-à-dire, ça nous terrifie, il va y avoir des choses, etc. Oui, mais si on est préparé et formé, ça peut être une opportunité extraordinaire. Hein, c'est pour ça qu'on a fait cette BD. Mieux vaut être prévenu. Ben, il faut être prévenu. Hein. Si vous êtes non seulement prévenu, mais préparé. Hein. Il faut comprendre des choses. Il faut comprendre que, par exemple, on ne peut pas penser l'économie toute seule. On ne peut pas penser que la taxe carbone va tout résoudre. Non. Il y a à côté de la taxe carbone, il y a des choses sociales, il y a des trucs comme ça. Il faut prendre des problèmes dans leur ensemble. Et il faut les prendre collectivement. Comme un écosystème. Ah, mais c'est un écosystème, et c'est ça qui est difficile à comprendre. Hein. C'est pour nous tous qui sommes formés aux maths, etc. On a toujours tendance à penser il y a un problème qu'on va résoudre. Et puis, non, il faut prendre les choses globalement. Hein. Alors, vous avez travaillé pour créer cette bande dessinée avec un dessinateur qui s'appelle Étienne Lécroard. Pourquoi avoir choisi ce médium pour parler de la crise environnementale ? Bon, d'une part, pour toucher un public plus large. Et puis aussi, moi, j'aime beaucoup la BD. Hein. Nous avions déjà fait une BD avec Étienne sur le hasard. Hein. Et je pense qu'on peut faire passer, si vous voulez, on peut faire passer des choses plus concrètes dans la BD. Hein. Il y a une alliance entre le texte, ce qui se dit, on travaille ensemble. Hein. C'est pas du tout comme quelque chose d'illustré. Il y a quelque chose qui passe par les images. Et bon, rappelez-vous, on parlait de Napoléon Bonaparte. Hein. Napoléon Bonaparte disait « un bon croquis vaut mieux qu'un long discours ».
Bon, maintenant, on peut faire avec un bon croquis, avec quelques dialogues. Ça nous force à concentrer aussi. Hein. Les universitaires ont toujours tendance à raconter des trucs, ça s'étire. Non, là, on est forcé d'être concis, d'aller droit au but et de trouver un moyen d'illustrer quelque chose. Donc, c'est un moyen créatif de faire des choses. Et l'idée, c'est de provoquer une prise de conscience la plus large possible. Provoquer une prise de conscience, expliquer les choses aussi, hein, parce que la peur vient aussi du fait qu'on ne comprend pas. Hein, et puis également, dire qu'on n'est pas désarmé. C'est-à-dire que dans la BD, on commence en expliquant ce qu'est le réchauffement, le carbone, etc. Mais à la fin, on montre qu'on peut faire des choses. Hein. Il y a des gens, on montre qu'il y a des gens qui font des choses, etc., etc. Et que chacun, on dit toujours à son niveau. Mais enfin, le monde est fait de gens. Hein, et donc, le niveau des gens, il y en a... Bon, tout le monde peut faire quelque chose, et même les entreprises, on peut tout faire bouger. Puisque vous montrez aussi d'ailleurs dans cet ouvrage, c'est qu'il faut maîtriser des sujets extrêmement complexes, techniques, pour comprendre en fait les problèmes climatiques et d'environnement en général. Il faut maîtriser la biologie, les sciences autour de l'agriculture, la géologie, la physique, etc. C'est presque impossible pour le commun des mortels. Et vous montrez aussi comment tout ça s'enchevêtre. Vous proposez en quelque sorte une initiation globale à la question environnementale. C'est une question, c'est vraiment comme un problème de culture générale. Hein. Voilà. Je dis souvent, c'est comme une patère, hein, vous voyez, où on suspend ses vêtements. Hein, il faut savoir que tout se tient. Alors l'économiste va mettre ses affaires ici, le physicien va les mettre là, le juriste va les mettre là, et il faut que tout le monde sache que tout se tient. Et je voudrais dire aussi que cette affaire-là, personne ne maîtrise tout. Personne ne maîtrise tout. Il n'y a pas d'expert de tout. Et c'est pour ça que c'est un lieu privilégié pour la démocratie. Il faut que les gens se mettent ensemble, qu'on débatte, qu'on voit tout et qu'on prenne les décisions ensemble. C'est un lieu de démocratie. Qu'est-ce que vous en pensez, Lola Valéjo, vous qui êtes une experte? Je me défendrai d'être une experte de tout, en tout cas une généraliste. Mais du climat. Mais du climat, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord que c'est absolument majeur d'alerter largement et d'expliquer largement. Puisque vous parlez de démocratie, ça me rappelle l'expérience récente de convention citoyenne qu'on a eue en France, où justement on a tiré au sort 150 personnes pour essayer de leur faire prendre la mesure du problème climatique et proposer des mesures pour réduire nos émissions en France. Je trouve que c'est absolument majeur et que chacun à notre échelle, on peut prendre conscience des défis. Peut-être une de mes questions, c'est aussi que chacun peut faire des choses à sa mesure, mais une des choses qu'on peut faire aussi, c'est demander de la redevabilité et demander aux entreprises et au gouvernement d'utiliser les leviers dont ils sont les maîtres. Sur ce point, oui. Vous avez raison, hein. Il y a une sorte de responsabilité, de dire oui, c'est notre faute et on nous culpabilise. C'est les entreprises qui polluent. Hein. Je veux dire, excusez-moi, c'est quand même fondamentalement les entreprises qui polluent, c'est l'extrait du pétrole. Hein. C'est pour ça que je dis que c'est un problème de démocratie. Hein. C'est tout le fonctionnement de notre société, de notre économie qui doit être réexaminé. C'est les entreprises qui polluent, mais ça nous concerne tous. Bien sûr. Alors vous brossez un tableau relativement sombre de la situation, puisque vous parlez d'urgence dans cette bande dessinée, mais vous présentez aussi des solutions. Quelles sont ces lueurs d'espoir? Oui, j'allais dire, c'est presque plus que de l'espoir. Hein. Il n'y a pas une solution. Hein. Je veux dire, pour chacun, je n'ai pas à son niveau, mais dans son domaine, chacun peut agir et les solutions vont émerger. Par exemple, je veux dire par là, ce que j'ai vraiment appris en écrivant cette BD, et que je ne me doutais pas avant, c'est que le vrai problème, c'est la biologie, c'est l'agriculture. Je suis parti en disant oui, le pétrole, les voitures. Non. L'agriculture, 30% des émissions de gaz à effet de serre. Hein, et en plus, c'est du méthane. C'est-à-dire que le méthane, si on arrête d'en émettre, il n'y en aura plus. On aura diminué la quantité de gaz à effet de serre. Contrairement au CO2, qui restera un moment dans l'atmosphère. Si on arrête d'émettre du CO2, il reste. Hein. Donc, il y a ces choses-là. Donc, changer les pratiques agricoles,
c'est quelque chose d'énorme. Donc voilà un secteur où on peut agir et agir rapidement. Enfin, il y a tout le problème de la finance aussi, hein, c'est-à-dire pourquoi est-ce que les banques continuent à financer des énergies fossiles. Donc il y a toute une série de choses, et je voulais dire aussi que c'est pas un problème de gens riches, de bobos, de choses comme ça. En Afrique, partout, les gens développent de nouvelles pratiques agricoles et se préoccupent de ces choses-là parce qu'ils sont les premiers atteints. En Inde aussi, hein, les rendements diminuent. Vous avez les paysans dans la rue, pas maintenant à cause du Covid, il y a des choses. Hein. Oui, parce que dans votre bande dessinée, vous faites aussi beaucoup le parallèle entre la crise du coronavirus que l'on vit actuellement et la situation climatique. Vous pouvez revenir rapidement sur ce parallèle ? Oui, on n'a pas choisi. Quand on a la BD, on l'a écrite pendant 1 an. Et la crise est arrivée à ce moment-là. Alors, d'une part, c'est quelque chose de vécu, hein, et donc ça anime un peu la BD, c'est pas bon, ça anime la BD. Et d'autre part, c'est quand même un petit coup de semonce, hein, c'est-à-dire que, mon Dieu, ça veut dire que ce qui se passe en Chine va nous affecter aussi. On est un seul peuple, une seule humanité, et ça veut dire aussi qu'il faut quand même faire attention à l'environnement et à ce qu'on fait à la biodiversité. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux pour ces échanges très riches et qui pourront, je l'espère, nous inspirer face aux défis environnementaux. Je rappelle que la bande dessinée d'Ivar Eklund et Étienne Lécroard est depuis avril en librairie. Elle s'appelle Urgence climatique, il est encore temps. Et je vous remercie de nous suivre. Nous nous retrouvons très bientôt dans Pour tout vous dire.